France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Le déclenchement le 28 février de bombardements des États-Unis et d'Israël sur la République islamique d'Iran a pris une fois encore les Européens de court. Ni prévenus, ni partie prenante, ils doivent réagir à une situation qui d'ores et déjà impacte leurs valeurs, leur solidarité, leur économie. Sur le fond des frappes, les 27 sont partagés. Seule l'Espagne a exprimé sa vive réprobation face à une violation du droit international. Nous en parlons aujourd'hui justement avec une Espagnole, ancienne ministre des Affaires étrangères de Pedro Sánchez, le Premier ministre social-démocrate. Arantxa González Laya, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que depuis 2022, vous êtes surtout la doyenne de la Paris School of International Affairs, l'école des affaires internationales de Sciences Po Paris, économiste émérite également. Alors, depuis, on le disait, le 28 février, première frappe israélo-américaine contre l'Iran, on a vu la mort de plusieurs hauts responsables iraniens, dont celle du guide suprême Ali Khamenei. De son côté, Téhéran a riposté contre des bases militaires américaines dans la région. Est-ce que vous craignez une escalade? Non, je crois que l'escalade est déjà là, et l'escalade surtout du fait que l'Iran a décidé que la manière de se défendre, c'est d'essayer d'étendre le conflit à d'autres pays de la région. Et après, on voit aussi comment Israël entre dans Liban. Donc, que ce soit Liban, que ce soit Irak, que ce soit les pays du Golfe qui subissent aujourd'hui de plein fouet l'impact des ripostes iraniens, disons qu'on est déjà devant un conflit à dimension régionale et à conséquences globales, puisque on sait très bien aussi que Iran, l'étroit d'Ormuz, est aussi très important pour l'énergie au monde et donc du coup qui aura un impact sur l'économie globale. Alors dans le reste de l'actualité européenne, beaucoup de coups de théâtre cette semaine chargée que nous rapporte Isabelle Romero, c'est l'Europe en bref. La Banque centrale de Russie a saisi la justice européenne pour contester l'immobilisation de 210 milliards d'euros. Ces avoirs sont gelés par l'UE jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine, dans le cadre des sanctions imposées à Moscou. Euroclear, établissement financier basé à Bruxelles, qui détient l'essentiel des avoirs, fait l'objet d'un procès intenté par la Banque centrale russe devant un tribunal de Moscou. Un bras de fer juridique majeur, car l'UE espère un jour puiser dans cette ressource pour financer un prêt à l'Ukraine. Le Mercosur, c'est pour tout de suite. La présidente de la Commission européenne a choisi de mettre en œuvre provisoirement cet accord de libre-échange. Et ce, alors que le Parlement européen a trouvé une majorité pour saisir la Cour de justice de l'UE, qui peut prendre jusqu'à 2 ans pour se prononcer. De quoi raviver la colère des agriculteurs et de la France. Emmanuel Macron se plaint de n'avoir pas été consulté. De l'autre côté de l'Atlantique, 3 pays sur 4, Uruguay, Brésil et Argentine, l'ont déjà ratifié. Un tournant dans la doctrine nucléaire de la France avec la dissuasion avancée qui va associer d'autres pays européens. L'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark ont déjà accepté. Le président Macron précise le dispositif. Cela pourra impliquer également du signalement, y compris au-delà de nos frontières strictes, ou la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires. Il n'y aura aucun partage de la décision ultime. Ce plan prévoit aussi le déploiement d'avions français dotés d'ogives nucléaires chez les partenaires européens. En attendant, pour l'armement conventionnel, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et d'autres pays offrent leurs services à Chypre exposé aux attaques iraniennes. Alors, Arantxa González Laya, on revient justement à ce dossier iranien. Les Européens ont été, comme d'habitude, j'ai envie de dire, pris de court, pas prévenus par les Américains des raids sur l'Iran. Est-ce qu'ils prennent le train en marche et surtout dans la bonne direction? D'abord, je crois qu'il faut dire que cette guerre, c'est une guerre décidée par les États-Unis et l'Israël sans consulter pas seulement les Américains, ses propres autorités, mais certainement sans consultation des alliés. Ce n'était pas une guerre de nécessité, puisqu'il n'y avait pas une urgence ou un risque imminent qui demanderait une riposte
de la part des États-Unis ou d'Israël. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Pentagone qui a clarifié cette question. Et ce n'est pas non plus une intervention à caractère humanitaire. Chaque jour qui passe, on voit bien l'étendue de l'impact de cette guerre sur les populations civiles. Donc, c'est une guerre de choix faits par les États-Unis, de choix faits par Israël, sans consulter, sans discuter et certainement sans l'accorder avec ses alliés, et notamment les alliés américains à l'OTAN, en l'occurrence des pays européens, certains duquel font partie de ces théâtres d'opération. Pensons à la Turquie, pensons à la Grèce. Et donc, l'Europe se trouve quelque part à devoir réagir. Elle a réagi de manière prudente, surtout en disant, pour la plupart, ne pas vouloir rentrer dans l'offensive de cette guerre, mais étant aussi claires qu'elles sont prêtes à aider les pays européens quand ils sont attaqués. C'est le cas récent on va en du parler. Chypre, voilà, ou quand il s'agit des pays alliés des États membres de l'Union européenne, les pays du Golfe, avec lesquels certains pays ont des relations très étroites. D'où l'envoi par certains pays européens, y inclut l'Espagne, des moyens, surtout navals, dans la Méditerranée. Alors Pedro Sanchez dit effectivement que c'est une guerre injustifiée, dangereuse et contraire au droit international. Mais vous-même, vous voyez bien que une partie de la population, celle qui est opposée au régime des Mollahs, se réjouit de la décapitation des principaux chefs après une répression qui a fait peut-être plus de 30 000 morts selon certaines sources. La population se sent possiblement libérée d'un joug. Non, je comprends qu'il y ait une partie de la population iranienne, surtout celles qui étaient et qui sont opposées au régime théocratique iranien, je veux le rappeler aussi, un régime qui bafoue les droits de l'homme, qui bafoue surtout les droits des femmes. Et je comprends qu'il y ait de leur part un sentiment de joie quand ils voient la décapitation de l'ayatollah iranien. Mais au-delà de ces moments de joie, la question qui se pose est de savoir si une intervention de l'extérieur sur un territoire, sur un pays dont le régime a des racines très profondes, va avoir comme résultat une amélioration de la vie et des droits des citoyens iraniens. Et c'est une question qu'il faut se poser parce que nous avons vu aussi dans notre histoire récente comment des interventions dont l'objectif était aussi d'aider à apporter un peu plus de liberté et un peu plus de droits aux populations, s'est terminé par un fiasco. Rappelons les cas de l'Afghanistan. Je pense à l'Afghanistan, où les droits des femmes aujourd'hui, c'est encore pire de ce qu'il était avant, où les filles ne peuvent plus aller à l'école. Et tout ceci malgré une intervention extérieure. Donc, je crois que nous devons aussi nous poser la question, quelle est la meilleure manière d'aider à changer ces pays, les dynamiques à l'intérieur de ces pays, et si c'est une intervention extérieure, et surtout une intervention extérieure aérienne, qui va aider à arriver à ces points, sachant que moi je partage ces sentiments de vouloir changer la situation à l'intérieur de l'Iran. Alors, Arantxa González Laya, entre Trump et Sanchez, rien ne va plus? Disons que ce n'est pas la première fois que le président des États-Unis a une posture dure vis-à-vis un leader européen. On l'a vu avec le président ukrainien Zelensky quand il s'est attiré les foudres du président Trump au bureau ovale. On l'a vu avec la première ministre du Danemark au sujet du Groenland. On le voit aujourd'hui avec le premier ministre du Royaume-Uni à cause de la guerre en Iran, et on le voit avec le premier ministre espagnol. Tous ces cas ont en commun le fait que ces leaders ont contredit le président des États-Unis, ont eu une posture un peu singulière, différente, pas alignée sur les États-Unis, et donc ils les menacent. Mais d'un embargo, vous craignez vraiment un embargo? Ce n'est pas la première fois non plus qu'il menace d'un embargo sur l'Espagne ou sur d'autres États membres de l'Union européenne. Je constate quand même, et ça c'est la leçon de cette année qui s'est écoulée
depuis son arrivée à la Maison-Blanche, c'est que le seul langage que comprend le président des États-Unis, c'est le langage de la force. Et là où il voit la faiblesse, il s'acharne. Ça, c'est aussi une leçon que nous avons appris et qu'il faut garder à l'esprit quand nous avons quelque chose sur lequel nous ne voulons pas transiger. En cause pour Donald Trump dans justement sa grosse colère contre l'Espagne, le refus de votre pays de prêter ses bases militaires. Du coup, le Portugal a accepté de servir d'escale technique sur la route vers le Moyen-Orient des avions américains. C'est une différence d'approche de la péninsule ibérique ? L'Espagne comme l'Italie, chacun avec ses spécificités. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut respecter l'usage de ces bases militaires sur le territoire espagnol. Il y a des règles pour les utiliser. Les règles prévoient des limites aussi. Et donc, ce que l'Espagne demande, c'est que ces limites soient respectées. C'est un peu la même chose qu'a dit l'Italie, d'ailleurs. Elle n'a pas encore été saisie par les États-Unis, mais ils ont clairement dit qu'ils suivraient les règles prévues dans ces traités entre les États-Unis et chacun de nos pays. Et donc, nous ne faisons en Espagne que suivre ce qui est dit dans les traités, ce qui est l'usage selon les règles du droit international, l'usage selon les règles des Nations Unies et selon les règles qui sont celles de deux alliés à l'OTAN. Alors justement, parlons de l'OTAN, parce que là, vous avez vraiment une exception. En juin 2025, les ministres de la Défense ont fixé un nouvel objectif de dépenses de 5% du PIB, dépenses de défense, dont 3,5% pour la dépense militaire pure. Le minimum actuel est fixé à 2% depuis 2006. L'Espagne est à 2%, mais ne veut pas augmenter, ne veut pas entendre parler de ce nouvel objectif. Elle parle beaucoup de solidarité, cette Espagne, entre les Européens, entre les alliés de l'OTAN, mais sur les efforts militaires à fournir, eh bien finalement, c'est aux autres d'assurer un peu plus sa défense. Non, je crois que si on regarde d'où on vient, l'Espagne a fait un effort énorme ces 2 dernières années. On était à une dépense à 0,7%. On a augmenté cette dépense à 2% du PIB. C'est un effort énorme qui a été fait. L'Espagne est un pays solidaire et ses voisins. Elle est présente dans la défense des pays européens au flanc Est. Elle participe aux missions de l'OTAN pour défendre notre flanc Est. Je voudrais quand même rappeler que notre principal objectif du côté de la défense du territoire européen aujourd'hui est la guerre en Ukraine. L'Espagne est un pays solidaire de l'Ukraine auquel elle a fourni de l'aide militaire comme de l'aide financière, mais elle a aussi expliqué pourquoi elle pense que ces 5% qui a été quelque part décidé un peu arbitrairement par le président des États-Unis est un 5% qu'elle questionne. Mais elle ne questionne pas la solidarité. Le président des États-Unis qui donc s'est exprimé contre l'Espagne à côté du chancelier Merz. Alors Friedrich Merz, c'est un conservateur. Votre Premier ministre, il est socialiste. Ils ne sont pas du même camp. Mais vous pensez qu'il aurait dû défendre l'Espagne face à Trump et face aux caméras surtout? Si nous avons des différends entre Européens, on lave les linges à la maison. Donc moi, je ne me prononcerai pas sur ça. Je crois que l'erreur la plus grave qu'on pourrait commettre aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des divisions entre Européens. L'Europe doit rester unie aujourd'hui. Si nous avons des désaccords, nous les traitons en privé, mais nous ne l'exposons pas sur la place publique. La France, l'Italie et la Grèce, d'ailleurs, vont coordonner l'envoi de moyens militaires en Méditerranée en réponse aux ripostes iraniennes qui visent des bases militaires chypriotes. Ça, c'est justement une bonne réponse européenne, parce que les Iraniens cherchent à impliquer l'Europe, selon vous? L'Europe a répondu, l'Italie, la Grèce, la France, l'Espagne. Nous avons tous répondu à ces messages que nous avons reçus de la part des Chypriotes qui ont été aussi attaqués. En ces moments, vous savez, Caroline, il y a beaucoup de confusion sur qui tire sur qui. Donc, le plus important, plutôt que s'engouffrer dans la guerre, c'est de rester avec la tête froide, mais de marquer clairement notre présence sur le terrain
pour assurer nos intérêts et protéger nos alliés. C'est de cela qu'il s'agit, c'est un élément de dissuasion forte en européen, encore une fois, une manière de projeter l'Union européenne sans entrer et sans s'engouffrer dans cet conflit. Côté économie, l'Europe sera d'ailleurs beaucoup plus frappée par le conflit que les États-Unis. Depuis le début, le prix du gaz en Europe a bondi de 50% et le pétrole de 12%. La bourse parisienne a reculé de 5%. On est face à un choc économique majeur, selon vous ? On est face à un choc économique sérieux. Ça va dépendre aussi de combien ces conflits durent. S'ils durent dans 2 mois plutôt que dans 2 semaines, les chocs d'inflation en Europe comme en Asie sera très important. D'où l'importance, à mon avis, des pays asiatiques comme des pays européens pour essayer aussi de montrer qu'il y a une autre voie, qu'il y avait une autre voie. Je voudrais rappeler, Caroline, quand même, qu'il y avait une autre voie qui avait été lidérée par l'Union européenne en 2015 pour trouver une solution à la non-prolifération nucléaire iranienne, un accord négocié par la haute représentante de l'Union européenne avec une grande participation et un leadership européen qui a été jeté dans la poubelle par Trump lors de son premier mandat. Donc, il y a une autre voie et peut-être c'est le moment de l'Europe avec d'autres pays asiatiques d'ouvrir cette voie qui sinon va avoir des conséquences importantes du côté inflation. Et on vient d'une période d'inflation forte, donc on sait très bien combien ça peut déstabiliser nos sociétés. Merci Madame González-Laya d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez avec nous, l'actualité continue.